Bonjour à tous. C'est bon pour le son comme ça du coup? Ok. Et bienvenue. Nombreux, on est content de vous voir nombreux. Désolée pour le petit retard, il y a eu un petit décalage dans les interventions. Comment? C'est bon. Donc on est là aujourd'hui réunis jusqu'à 12h45 pour un Zoom métier autour de la solidarité ici et là-bas. Donc les ponts, les passerelles qu'on peut faire entre les métiers de l'humanitaire à l'international et puis la solidarité en France. Donc c'est la thématique qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc pour ça, nous sommes trois. Donc Juvénal Noël Fouda, qui est à côté de moi, le président du COSIM, et puis Brigitte Louison, qui est formatrice et coach au sein de Perspective Coaching. Et puis donc Océane Plokin qui représente Bioforce aujourd'hui. Donc avant de vous en dire un peu plus sur le déroulé de la session et puis sur le programme, on va se présenter tous les trois brièvement un petit peu à la fois notre parcours et l'organisation qu'on représente, qui pourra éventuellement solliciter certaines de vos questions en deuxième partie de conférence. Donc peut-être, Juvénal, je te laisse la parole pour te présenter. Comment? Brigitte? Allez, Brigitte alors. Honneur aux dames. Il marche comme ça? Ah oui, super. Bonjour, Brigitte Louison. Donc, je représente Perspective Coaching et Formation, une structure qu'on a créée avec 4 autres personnes il y a 3 ans. Et notre cœur de métier, notre mission, c'est travailler le bien-être pour bien faire ou travailler le bien faire pour bien-être au sein de nos ONG. Voilà. Avant de travailler dans ce collectif, moi j'ai travaillé pour Bioforce pendant 15 ans sur ce qu'on appelle les parcours et métiers. Donc j'accompagnais des personnes qui voulaient entrer dans le secteur humanitaire et je les accompagnais quand elles voulaient quitter le secteur humanitaire et se réinsérer dans le tissu économique ici ou dans leur pays d'origine en tout cas. Ce qui fait que j'ai quitté Bioforce, mais je suis restée sur ce cœur de métier-là. Donc j'accompagne des transitions professionnelles, particulièrement en lien avec le secteur humanitaire. Donc voilà, vous pourrez me poser des questions aussi sur se préparer et revenir, comment ça se passe professionnellement. Voilà, tu as dit succinctement, donc je reste succincte. Ça vous va? Allez, à toi. Bonjour à tous et à toutes, et merci d'être là. Occasion pour moi de remercier toute l'équipe de la CSI pour cette opportunité qu'il nous a donnée de pouvoir vous rencontrer et de partager ce que nous faisons. Je suis Juvénal Noël Fouda, comme vous l'avez vu, je suis journaliste de formation et de métier. J'ai mis ma carrière entre parenthèses, au sens où je ne fais plus le journaliste actif depuis que je suis à la tête du COSIM Auvergne-Rhône-Alpes, donc militant associatif. Et je suis arrivé un peu comme par effraction, militant associatif, avec une volonté de contribuer à changer le regard sur les migrants, qui sont toujours stigmatisés et le bouc émissaire des politiques en mal de vrais projets. J'aime à dire que je suis arrivé un peu comme par effraction dans le milieu de la société internationale parce que c'est à la suite d'un reportage sur l'apport de diaspora dans le processus de développement de leur pays d'origine pour le compte de AFD Média que j'ai pu toucher du doigt certaines réalités de cet univers que je connaissais mais à distance. Et après un débriefing à Paris avec un fonctionnaire du Quai d'Orsay et un responsable de l'AFD, un ensemble de questions, je trouvais vraiment que c'était pitoyable de constater que même les diasporas aussi ont du mal à pouvoir être efficaces dans les moyens qu'ils ont pour pouvoir contribuer à améliorer leur regard ici en France et aussi là-bas. Dites-vous qu'en tant que journaliste, c'était facile de le voir comme ça, mais de l'intérieur, c'est pas évident. Donc, président du COSIM, que dire? J'ai été élu en 2021 avec un projet. J'ai eu le courage de faire un vrai projet, de dire aux membres du COSIM. Le COSIM dirait qu'est-ce que c'est, pour commencer par là. C'est un collectif associatif, COSIM ou Forim. Le COSIM est une entité régionale du Forim. Le Forim, c'est le Forum des organisations de solidarité internationale issues des migrations. Tout ça veut simplement dire en fait que c'est un réseau associatif porté par les associations en fait qui œuvrent dans la migration
ici en France, il y a un pied en France au sens où il faut contribuer à améliorer l'intégration des populations migrantes en France. Et ici et là-bas, c'est en fait contribuer aussi à améliorer l'image de la France, parce que ce sont les fonds français qui sont utilisés pour porter des micro-projets, des méso-projets dans ces territoires dits du Sud global. Et donc, en fait, c'est avec les migrants qui sont ici que ce travail se fait. Dites-vous que donc, moi, j'y suis arrivé donc en 2021. Je le vivais à distance. Après cette série de reportages-là, j'avais envie, en fait, d'être au cœur de la réalité. Et je m'ai dit aussi que je suis président, mais président serviteur, au sens où je suis le premier qui arrive dans la salle. Je range les chaises, j'attends, j'accueille tout le monde. Je suis le dernier à partir aussi, parce que une salle est louée, c'est une salle communale par exemple. Il faut que ce soit rendu en l'état. Et donc, en fait, de l'intérieur, c'est pas évident. Ce que je partage avec vous ici, c'est juste pour vous dire que notre rôle, c'est faire en sorte qu'un porteur de projet, pour le cadre de l'appui au porteur de projet que nous faisons, qui est l'un des volets de ce que nous faisons en fait, le porteur de projet a une idée qu'il appelle « j'ai mon projet, je fais mon projet quelque part ». Notre rôle, donc, c'est partir de l'idéation jusqu'au livrable, en passant donc par l'écriture, par l'implémentation. Il faut que le porteur de projet qui arrive, qu'on va accompagner à aller chercher le financement décroché, l'accompagner donc à préparer pièce par pièce, parce que pour 1 euro dépensé, il faut un justificatif et il faut aussi le narratif. Il a été financé sous la base d'un beau projet. Maintenant, au niveau des comptes des livrables, c'est pas toujours évident. C'est plusieurs corps de métier qui sont au milieu et en très peu de temps, j'ai beaucoup appris. Et donc, je pense que vous aurez un peu de temps pour partager ce que je fais là-bas. Merci. Merci à vous deux. Et donc, Océane Plokin, donc moi je représente Bioforce aujourd'hui. Donc Bioforce qui est une association qui forme au métier de l'humanitaire, qui vient renforcer les capacités des acteurs de l'humanitaire, donc à la fois des étudiants, mais aussi des personnes déjà en poste. On va renforcer les capacités locales de différentes ONG. Donc le siège est basé à côté de Lyon, à Vénissieux, et il y a aussi maintenant une antenne à Dakar. Et donc voilà, ça fait 40 ans qu'on travaille dans le secteur humanitaire. Et moi, pour ma part, je suis en libéral, donc là je suis employée par Bioforce aujourd'hui. Je suis formatrice et coach aussi dans l'humanitaire après avoir fait du terrain. Donc, le Soliway, c'est le salon des métiers de l'humanitaire, et on a pensé intéressant de vous proposer cette conférence aujourd'hui sur les ponts qu'il peut y avoir, les compétences qu'on peut mobiliser aussi en France. Donc, on va un petit peu parler de ces deux aspects, et que les personnes formées à l'humanitaire peuvent aussi trouver des débouchés dans la solidarité nationale. D'où l'intitulé donc de la solidarité ici et là-bas. Donc l'organisation de la conférence, donc on est ensemble pour 1 heure encore. Donc on va avoir 3 présentations pour illustrer donc cette thématique et les ponts, les évolutions entre la solidarité à l'international et en France. Donc l'idée, c'est de faire des présentations assez courtes et qu'on ait plutôt du temps pour échanger, pour répondre à vos questions un peu plus spécifiques sur l'un ou l'autre des interventions. Donc moi, je vais commencer par dresser un petit peu en introduction le constat des évolutions du secteur et pourquoi on s'est dit que c'était intéressant de vous proposer cette problématique. Ensuite, Juvénal évoquera plus spécifiquement la diaspora, la question des migrations et comment le COSIM peut appuyer des porteurs de projets ici et là-bas, pour rester là aussi dans le sujet. Et puis enfin, Brigitte vous parlera des perspectives de réinsertion professionnelle ici, après l'humanitaire là-bas, qui est aussi son champ de compétences. Donc on va pouvoir commencer avec donc quelques mots sur le constat du secteur. Donc on est dans un monde de plus en plus interconnecté, c'est-à-dire que les crises qui se passent à l'international vont avoir un impact en France et inversement. Il y a de plus en plus de ponts. D'ailleurs, Bioforce l'an dernier a organisé un campus éphémère sur cette thématique-là.
Donc l'idée, c'était la justification de ce campus, c'était que les crises successives, qu'elles soient migratoires, sanitaires ou sociales, mettre en première ligne en France aussi les acteurs du social et de l'insertion qui se mobilisent pour venir en aide aux populations les plus fragiles en proposant des solutions de logement, d'accès aux soins ou encore à la nourriture. Et donc finalement, ces acteurs de l'urgence sociale vont avoir des contextes de travail assez proches, voire très proches de l'humanitaire à l'étranger, sur d'autres terrains. Donc ça, c'est un premier constat. Donc des activités de plus en plus complexes, donc des besoins de compétences aussi en France qui se rapprochent de situations d'urgence humanitaire à l'international. Donc c'est pour ça que Bioforce notamment travaille un petit peu sur ces questions et comment ces situations interconnectées entre le niveau local et international interrogent finalement la manière dont les acteurs doivent intégrer les enjeux, y compris internationaux, et se préparer au mieux à y répondre. Donc tous ces constats vont conduire à de plus en plus de passerelles entre la solidarité locale et internationale, et puis une certaine diversification des compétences. Alors on ne parle pas de nouveaux métiers, mais en fait ce sont plutôt des métiers de l'humanitaire qui vont être utiles aussi en France. Et à l'inverse, pour les personnes qui travaillent dans l'urgence sociale en France, les conditions de travail vont faire que vous allez pouvoir aussi promouvoir ensuite vos compétences à l'international. C'est un peu l'idée de passerelle dans les deux sens. Donc Bioforce est déjà dans l'ici et là-bas depuis sa création, notamment parce qu'elle est implantée au Minguettes, donc un quartier zone prioritaire à côté de Lyon, et porte des projets aussi sur ce territoire en solidarité locale. C'est-à-dire que les étudiants qui viennent se former pour l'humanitaire à l'international vont mener tout au long de l'année des projets en solidarité locale pour appuyer des associations, des initiatives dans le quartier. Donc il y a déjà l'implantation sur ce territoire, déjà c'était une première preuve du lien entre la solidarité ici et là-bas. Et puis bon, c'est l'école de référence des métiers de l'humanitaire, donc qui prépare ceux qui veulent s'engager à l'international. Si vous avez regardé un petit peu les formations Bioforce, c'est toujours logisticien de la solidarité internationale, coordinateur de projet de la solidarité internationale. Donc on est spécifiquement orienté vers la solidarité internationale, mais donc avec cette possibilité d'exploiter ensuite ses compétences en France. Donc l'humanitaire en France, alors il y a notamment le groupe URD, qui est un think tank spécialisé dans l'humanitaire, qui a fait assez récemment, qui a publié un rapport sur la crise du Covid et la plus-value des humanitaires en France. En fait, cette crise du Covid a démontré ou confirmé peut-être un glissement progressif des pratiques du social vers de l'humanitaire en France. C'est-à-dire qu'on avait des situations d'urgence assez proches de terrain humanitaire. Donc avec le Covid, on a vu de vraies situations d'urgence humanitaire telles qu'on les connaît dans nos pays d'action classiques, l'éloignement d'accès aux services, comme on peut le voir au Bangladesh ou au Soudan. Donc ça, c'est le chef de mission en France d'une ONG internationale qui est cité ici. Et donc, ça se traduit aussi par le fait que les ONG internationales, de plus en plus, ouvrent des missions en France. C'est assez récent. Alors, il y a des ONG comme Médecins du Monde qui ont toujours eu des projets aussi en France, mais d'autres qui ont progressivement ouvert des missions en France. Je crois que je l'ai mis... Non, il me semblait que j'avais la présentation. Donc ça prouve aussi le fait que la situation en France va nécessiter aussi des compétences proches de ce qui se passe à l'international.
Donc Bioforce a mené une petite enquête un petit peu sur les acteurs de solidarité locale, donc les structures en France, pour voir de quoi elles pourraient avoir besoin, en quoi les compétences humanitaires pourraient être utiles. Et donc il y a tout ce qui est autour de la préparation pratique et opérationnelle, les aspects logistiques, la maîtrise des interventions en environnement multiculturel. Là aussi, de plus en plus, notamment on parlera de la question des migrations. On va avoir besoin de compétences autour de l'interculturel parce qu'on va travailler avec des publics de différentes cultures. Et puis donc la prise en compte des enjeux multiculturels et géopolitiques des contextes d'intervention. Ça, c'est des besoins des acteurs locaux de solidarité d'être renforcés à ce niveau-là. Donc voilà, la question un petit peu, c'est est-ce que la formation Bioforce et les pratiques humanitaires apportent des réponses aux acteurs de solidarité ici, et est-ce qu'on pourrait les aider à mieux faire face aux crises? Donc c'est un petit peu sur cette question-là que Bioforce a étudié, et la réponse effectivement est oui, il y a des besoins en France, et les compétences humanitaires peuvent y répondre. Alors les acteurs, en quelques mots de qui on parle. Donc en fait, c'est ça que je cherchais, les acteurs de l'urgence ou de l'action sociale en France. Donc il y a des ONG ou des associations. En France, on parle plutôt d'associations, loi 1901, qui sont spécialisées dans l'action sociale ou dans l'urgence en France. Donc vous avez des structures comme la Croix-Rouge, le groupe SOS, les Restos du Cœur par exemple, c'est une structure qui ne travaille qu'en France. Il n'y a pas les Restos du Cœur à l'international. Emmaüs, le Forum Réfugiés, COSI, le Secours Populaire. Donc ça, ce sont des structures qui, historiquement, font de l'action sociale ou de l'urgence sociale en France. Et puis, vous avez donc, comme je vous évoquais juste avant, ces ONG humanitaires à vocation internationale qui, depuis longtemps ou plus récemment, ont aussi développé des missions en France. Donc Médecins du Monde, depuis 1986, a à peu près la moitié de ses projets en France également. Solidarité Internationale, qui est une ONG à vocation internationale, depuis le Covid, a monté aussi des programmes en France. Action contre la faim, c'est pareil, c'est assez récent, 2019, maintenant aussi des projets en France. C'est également le cas de Première Urgence, Aide médicale internationale. Donc ça, voilà, c'est aussi, s'il fallait, une illustration de ces liens de plus en plus étroits. Alors pour vous, si vous êtes étudiant dans ce domaine ou si vous travaillez dans ce domaine, c'est aussi l'opportunité de perspectives d'emploi en France ou à l'international. On parlera peut-être du contexte, qui n'est pas forcément évident pour les missions internationales en ce moment. Ça vous fait aussi un petit peu d'espoir de pouvoir proposer vos services aussi en France et puis inversement. Donc, quelques mots sur les principaux besoins. Donc ça, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, mais quels sont les besoins identifiés par les acteurs de la solidarité en France? Donc il y a tout ce qui est autour de la gestion logistique, de l'approvisionnement. Donc là encore, si vous êtes logisticien de la solidarité internationale ou si vous aspirez à l'être, ça veut dire qu'il y a des besoins aussi ensuite en France. Donc l'action pour assurer la mission d'action sociale, les structures manquent de compétences et d'outils dans ce domaine de la logistique et de l'approvisionnement. La gestion de projet, pour rendre ces acteurs plus performants, notamment répondre à des appels à projets. La recherche de financement est aussi un enjeu en France. Et donc ça, pour le coup, dans l'humanitaire, on est assez aguerri à comment monter des projets, comment rechercher des financements. Et c'est une compétence qui peut intéresser les acteurs, des acteurs sociaux ou associatifs en France. La communication et le plaidoyer aussi pour mieux communiquer auprès du grand public, notamment lorsqu'il y a peut-être on en parlera avec Juvénal aussi, des enjeux de communication autour des crises migratoires ou des enjeux politiques pour susciter davantage l'adhésion, le soutien des opinions publiques.
Voilà, c'est vrai que par exemple Médecins du Monde est assez aussi à l'habitude de faire du plaidoyer pour justifier la légitimité de ces projets. Donc c'est aussi une compétence qui peut être intéressante. Le recrutement et le management des équipes, que ce soit salariés ou bénévoles. Alors notamment, il y a un enjeu autour du bénévolat, qui est souvent l'essentiel des équipes dans de nombreuses structures. Et donc un management et une planification des activités qui doit pouvoir s'adapter aux besoins de ces bénévoles, qui sont un peu différents du management de salariés. Donc là aussi, on peut avoir... Il y a un besoin qui est identifié par les acteurs de solidarité. Et puis enfin, la recherche et de financement, j'en ai déjà parlé. Donc pour finir, quelques passerelles pour illustrer un petit peu. Donc là, c'est en lien avec Bioforce. C'est la directrice de l'école libanaise de formation sociale qui explique pourquoi monter un partenariat avec Bioforce, en quoi ils peuvent avoir besoin des compétences de l'humanitaire. Donc je vous lis juste la citation qui illustre un petit peu. Nos étudiants doivent gérer leurs émotions pour aider les autres alors qu'ils vivent eux-mêmes sous la menace. Ils doivent être prêts à gérer les crises alors même qu'ils en sont affectés, prêts aussi dans l'urgence à préparer la suite. On doit leur apprendre à garder éthique et empathie professionnelle alors qu'ils sont en conflit profond avec les causes de la guerre. Et les aider à allier exigences des bailleurs de fonds et réalité du terrain. On espère que notre partenariat avec Bioforce va nous permettre d'aller de l'avant sur tous ces points. Donc voilà, c'est assez concret, ça peut démontrer en quoi des acteurs nationaux peuvent avoir besoin de compétences, de savoir-être ou d'enjeux qui sont liés à l'humanitaire. Donc là, c'est une personne du foyer Notre-Dame des Sans-Abris et de l'Armée du Salut, donc là aussi en lien avec une association française. Eux, ils évoquent la fatigue de la compassion, la neutralité, ça résonne en nous et nous mettons en œuvre des mesures pour permettre aux professionnels d'absorber la précarité. Par contre, il est évident qu'il faut que nous connaissions mieux les parcours migratoires qui amènent les personnes ici ou que nous développions des compétences logistiques. La solidarité est partout, elle exige des compétences adaptées à des réalités en constante évolution. Donc voilà, là il y a à la fois des enjeux, on en parlera sans doute avec Brigitte sur un peu le bien-être, la prévention des risques psychosociaux, la fatigue de la compassion qui peut toucher à la fois sur le terrain international et ici, et puis donc les compétences logistiques. Et puis enfin, Pierre Micheletti, qui est le président de SOS Méditerranée, qui parle vraiment de l'interdépendance aussi entre les problématiques proches et lointaines, avec la mondialisation, le changement climatique, les nouvelles maladies et les flux migratoires qui en sont les symptômes. Donc il faut des compétences et du savoir-être pour travailler auprès des autres dans des contextes d'insécurité où les aidants n'ont plus d'immunité. Donc voilà, également une citation un petit peu sur les liens et les enjeux. Voilà, j'ai essayé de ne pas faire trop long pour ce constat introductif. J'imagine que ça suscite peut-être des questions, gardez-les au chaud pour la suite. Et donc, Juvénal va prendre la suite avec son regard précieux sur la diaspora. Merci Océane. Merci Océane. Bien. Tout à l'heure à l'entame, j'ai parlé de l'ici et là-bas. Nous sommes le COSIM. C'est un acronyme qui, je vous le dis encore, il faut comprendre simplement que c'est un collectif associatif qui regroupe les associations qui œuvrent dans la solidarité ici en France et à l'international. Nous sommes membres, nous sommes l'entité régionale du Forum, qui est plutôt la fêtière qui est au niveau national, basée à Paris, qui a deux branches. Les fédérations pays qu'on appelle FOSIM et les structures régionales qu'on appelle les COSIM qui sont en région. Et donc nous sommes le COSIM Auvergne-Rhône-Alpes et concrètement, que faisons-nous? L'une des branches, le premier axe, c'est ici, contribuer à favoriser l'intégration des populations migrantes en France, avec tout ce que cela suppose, formation,
formation dans tous les sens. Tout ce qui est accès au droit, c'est pas évident. Pour les jeunes, par exemple, on prend le cas des jeunes étudiants, ceux qui arrivent en France. La jeunesse qui arrive en France au niveau des études, elle est souvent larguée. Pas de réseau, très peu de moyens économiques, même au niveau humain, c'est pas toujours évident de pousser une porte pour ouvrir même un compte bancaire. Et souvent, c'est la première fois que ces jeunes-là quittent leur famille. C'est pas toujours évident. Déjà pour les jeunes également, même ceux de nos jeunes qui naissent ici, c'est pas toujours très facile en fait de pouvoir se prendre en main. Donc imaginez-vous dans ceux qui quittent leur terre d'origine à 6000 km ou voire plus loin, quand ces jeunes arrivent ici, c'est pas toujours évident. Donc ça c'est l'intégration pour le cas des jeunes par exemple. Également une autre jeunesse aussi migrante qui est née ici, qui voit beaucoup plus souvent le verre à moitié vide. Et vu les frustrations, en ce moment, c'est pas évident en fait de se retrouver à ce stade-là. Donc, notre rôle, c'est d'accompagner, par exemple, de faire que ces deux jeunesses se retrouvent, celle qui arrive et qui a faim, qui a envie, par exemple, qui a vraiment très envie de se saisir des opportunités qui est là, qu'elle soit contente de celle qui est ici, qui voit les choses, le verre à moitié vide, de travailler ensemble et de leur dire, écoutez, vous qui arrivez, vous avez faim, vous êtes prêts. Il est intéressant de rappeler à ceux qui sont nés ici que il y a d'autres réalités. Et donc le travail que nous faisons consiste à les rapprocher et à faire en sorte que ensemble ils puissent réussir en fait. Autant pour ceux qui restent ici, autant que pour ceux qui veulent retourner ou ceux qui veulent rester sur les deux territoires. Je parle du cas de la jeunesse. Donc contribuer en fait à favoriser l'intégration, c'est à peu près ça. Donc faire en sorte qu'ils puissent déjà, comment dire, se retrouver et être des citoyens au sens athénien du terme, c'est-à-dire acteurs de la cité. Quand on est dans une cité, on n'attend pas toujours, on va vers et on s'efforce d'être utile en fait, et ensuite tu dis voilà, j'ai travaillé jusque-là, il me manque ce bout, j'ai besoin d'être accompagné. Je caricature un tout petit peu. Le volet le plus impactant, à notre sens aujourd'hui, c'est celui du PAP, opérateur d'appui aux porteurs de projets. Tout est projet, me diriez-vous. Et également, donc, en fait, il y a des structures associatives ici, portées par ces mêmes migrants, qui, au-delà de la volonté et de l'envie très forte de ces responsables associatifs de contribuer à faire rayonner la France ici, avec tout ce qu'elle a comme richesse culturelle, avec tout ce que ces porteurs de projets ont comme richesse, et aussi de contribuer à faire rayonner la France à l'international sur les terres, leur terre d'origine. Donc, généralement, ces personnes ont en tête leurs projets, leurs idées, leurs envies, mais comme vous le savez, la gestion de projet, il y a plusieurs métiers en interne et c'est pas toujours évident. On peut savoir mobiliser, on peut être bon pour rassembler, mais on n'est pas toujours très bon en tout. La comptabilité n'est pas évidente, la recherche des financements n'est pas évidente, l'implémentation des projets, lorsqu'on a quitté sa terre d'origine il y a 10, 15, 20, 25 ans et qu'on a envie de repartir faire un petit puits pour faciliter l'accès à l'eau potable, on n'a plus de réseau sur place, on n'a plus de contact. Ceux qui vous voient arriver, ils ont vu un billet de 200 € sur le front, 100 € sur la joue gauche, 50 € sur le menton. C'est comme ça qu'ils vous voient et vous leur parlez de projet. Je ne nommerai pas ici un responsable de l'école de journalisme où j'ai été formé au Cameroun, m'a dit petit Fouda, toi, tu as raté ta vocation de prêtre, tu me parles de projet, tu as gardé quoi pour moi? Tu as ramené quoi pour moi en fait? Il me parle comme ça avec ces mots. Et puis j'avais les mêmes mots quand il me l'a dit en fait. Moi je lui parlais du projet qui mettait en lien l'ESS en fait, c'est-à-dire en fait la chaire ESS de Lyon 2 qui allait poser un master 2 qui était à Sofia en Bulgarie, qui avait très peu d'étudiants, financé par les fonds de la francophonie. On avait pu rapprocher donc Lyon 2 pour qu'on accole à l'école de journalisme un accompagnement des jeunes journalistes pour qu'ils se prennent en main, pour qu'ils ne soient plus clochardisés, pour qu'à la sortie de leur formation, ceux qui le veulent, ceux qui le souhaitent, aient des bases pour créer leur micro-entreprise et être utiles, fabriquer de l'information. C'était important parce que pour nous, ça allait permettre que les journalistes puissent fabriquer de l'information qui ne soit plus trop fragile, parce que c'est pas évident et ça allait, ils allaient avoir des financements, former des enseignants, ces enseignants allaient venir à compléter leur formation ici, ils allaient recevoir pas mal de choses. Moi, je voyais les opportunités et lui, il me disait,
tu as prévu quoi pour moi? En gros, j'essaie de dire qu'il y a beaucoup d'obstacles lorsqu'on a que son projet en tête et qu'on a perdu la réalité en fait locale. C'est que effectivement les gens voient autre chose. Caricaturant ainsi, donc notre rôle aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'un porteur de projet, quand il arrive, qu'on lui dise qu'un projet, c'est pas évident. Un financement, c'est pas évident. Et quand on l'a obtenu, chaque centime d'euro dépensé doit être justifié et ça doit cadrer avec le prévisionnel. Tout au moins, la marge doit être très infime entre ce qu'on a prévu et les difficultés qu'on rencontre sur place. Et sinon, en fait, dans des territoires où le transport, l'achat de certains matériaux, on n'a pas toujours des factures, on ne peut pas produire tous les justificatifs, ça devient très frustrant pour ceux qui parfois même réussissent à implémenter les projets et ne savent pas faire pour rédiger, faire des livrables. Et donc, comme nous sommes un collectif et que nous avons une expérience déjà de près de 20 ans, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que nous faisons donc en fait, on met en lien des porteurs de projets qui ont déjà une certaine expérience et ceux qui arrivent, on appelle ça chez nous la capitalisation, pour qu'ils fassent un peu un retour d'expérience en mettant en avant les difficultés et en présentant comment ils ont fait pour s'en sortir. Il y a une formation, par exemple pour ceux qui ont fait 3 ans et d'autres formations en gestion de projet. C'est une chose en fait sur le plan scientifique, mais l'expérience de terrain n'est pas toujours reluisante pour ceux qui ne se sont pas bien préparés. Donc, créer donc du réseau, faire en sorte qu'ils travaillent en réseau par thématique, faciliter l'accès, par exemple, à certaines institutions, on leur donne une sorte de clé en main, boîte à outils, pour avoir l'ancrage local. Un projet passera s'il y a l'ancrage local et s'il y a des justificatifs. Tout au moins, on s'efforce de manière à ce que le porteur de projet soit prémuni, qu'il sache tout au moins que entre sa théorie ici et la réalité, souvent il y a un gap. Le gap vient de quoi? Pas parce que le projet est mal écrit, pas parce qu'il manque d'argent, c'est qu'il y a des surprises. Vous pouvez avoir tous les papiers comme il faut et sur le terrain, avoir des obstacles qu'on ne peut pas prévoir sur un papier. Donc, notre rôle, c'est vraiment d'apporter des astuces, d'accompagner le porteur de projet, comme je l'ai dit, de l'idéation jusqu'au livrable, de manière à ce que nous ayons ce qu'il faut face aux financeurs lorsque le moment arrive en fait de pouvoir déposer les livrables. Je ne serai pas très long dans cette partie, je laisserai un peu plus de temps pour la partie questions-réponses pour entrer au cœur même en fait de notre métier qui est celui d'opérateur d'appui, labellisé dans le réseau AFD sur ces microfinancements que nous permettons à nos membres qui sont des associations de pouvoir obtenir et de pouvoir en fait réaliser les projets et faire en sorte que la France continue de briller sur des terres où, lorsqu'on suit la géopolitique, on a le sentiment que tout est en noir. Et sur ces terres-là, ces projets permettent de conserver un capital sympathie en fait auprès des populations, auprès même de certains décideurs locaux, parce qu'il y a, un peu comme on le sait ici, entre les décideurs locaux et ceux qui sont au sommet en fait de la hiérarchie du pouvoir, il y a aussi un gap au sens où les projets qui sont portés sur ces territoires, c'est souvent en lien avec les acteurs locaux qui apprécient encore la France et qui savent en fait encore accueillir et remercier pour ce qui est reçu, parce qu'au milieu, il y a des hommes qu'on appelle des migrants. Là-bas, on dit, écoutez, vous venez nous prendre ce que nous avons ici alors que vous avez tout en France. Ici, on leur dit, rappelez-vous que vous devez dire merci, remercier, dites merci quand même. Et donc, il est important aussi d'accompagner cela, parce que le climat, on va dire le climat des affaires, ici et là-bas, va aussi avec le capital sympathie que nous pouvons créer à travers la solidarité internationale. Je m'arrête là. Merci. Parfait. 10 minutes. Merci. Merci beaucoup. Alors, pour continuer et finir, donc Brigitte va nous partager son expérience d'accompagnement donc, en solidarité ici après une expérience humanitaire. Et 10 minutes aussi, okay. si ça te va. Tu fais mon timekeeper. Ça marche. Alors, on est là pour parler des métiers. Donc, je vais parler des métiers. C'était le titre de cette présentation. Au risque de peut-être casser des idées reçues aussi sur les métiers de l'humanitaire et leur transposition. Hein. Quand on parle de métiers dans l'humanitaire, il y a 2 grandes classes de métiers. Vous avez les métiers techniques.
Les métiers techniques, c'est les métiers qui vont répondre à un besoin sur le terrain. Si je suis Action contre la faim, que j'ai des projets en gestion de l'eau, je vais avoir besoin de techniciens qui vont savoir gérer des forages, construire des latrines, construire des projets d'adduction d'eau, etc. Si je suis Médecins sans frontières, j'aurai besoin de médecins, d'infirmiers, d'ergothérapeutes, de techniciens prothésistes. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle les métiers techniques, qui sont des métiers qu'on va pouvoir transposer entre un pays de référence lambda et un pays d'action humanitaire. Mais il y a aussi toutes les fonctions support qui font appel aussi à des métiers très spécifiques. En fonction support, vous trouverez les fonctions RH et administration et vous trouverez la logistique. La logistique en humanitaire, elle est bien plus vaste que la logistique en Europe. Ce n'est pas que du transport. Le logisticien, il a d'autres compétences qu'il va pouvoir apporter au secteur humanitaire quand il va partir en mission. Okay ? La conférence était intitulée « Les nouveaux métiers ». Voilà, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de nouveaux métiers qui se sont créés. C'est plutôt des métiers qui vont pouvoir s'illustrer ici et là-bas et qui vont permettre de faire une passerelle. En nouveaux métiers, moi j'ai plutôt identifié des métiers en lien avec les consortiums, puisqu'on nous demande sur le terrain maintenant de travailler en collectif avec des bailleurs ou sur des aspects très techniques. Donc on va mutualiser à la fois des moyens financiers et à la fois des moyens techniques. Donc ça, c'est des nouveaux métiers qui sont apparus dans notre secteur, mais qui datent quand même un petit peu. Donc en termes de nouveaux métiers, je ne pense pas qu'on vous apprenne grand-chose. Il y a les métiers du learning. Donc qu'est-ce que j'apprends de mon expérience sur le terrain ? Comment je la processise ou comment je vais pouvoir mettre en place des choses qu'on va pouvoir peut-être dupliquer dans d'autres terrains. Ça, c'est des nouveaux métiers qui apparaissent aussi dans nos secteurs. Donc voilà pour les métiers. Donc je vais peut-être en décevoir beaucoup, mais les portes d'entrée en humanitaire, il y en a pas. Enfin, elles sont pas non plus exponentielles. Qui plus est dans la conjoncture actuelle où on est en baisse de financement. Et donc on recrute moins. Donc vous êtes dans une configuration aujourd'hui qui est compliquée. Okay ? Voilà, je me permets d'aborder ça parce que tu m'excuses, mais comme on parle des métiers, je pense que c'était important aussi qu'on vous les classe, les métiers, et que vous puissiez identifier possiblement dans quelle case vous pourriez trouver une porte d'entrée dans ce secteur-là. C'est très important. Dans tous les métiers, à partir du moment où vous vous expatriez, on va chercher chez vous aussi des compétences en coordination d'équipe, en management. Okay ? Vous êtes automatiquement, que vous soyez technicien ou fonction support, vous êtes automatiquement en management d'équipe. Donc c'est aussi des compétences transposables, transférables, que vous pouvez acquérir dans d'autres secteurs, dans d'autres secteurs professionnels et que vous allez apporter. Je les mentionne parce qu'elles vont vous permettre aussi après de revenir dans vos pays de résidence pour vous réinsérer. Okay ? On va vous demander de savoir travailler sur de l'interculturel. Ça, voilà. Si on a de l'expérience sur le terrain, et c'est toute l'expérience aussi qu'on nous a partagée précédemment, si j'ai travaillé pour la Croix-Rouge avec des publics, migrants, etc., j'ai cette expertise de l'interculturel que je vais pouvoir apporter au secteur. Et quand je reviens de mission humanitaire, j'ai cette expertise interculturelle que je vais pouvoir apporter aux structures sur place. Okay ? Donc ça, c'est des compétences extrêmement importantes. Et on va vous recruter sur vos compétences métiers, mais aussi sur vos compétences, moi j'appelle relationnelles et sociales. Comment je m'adapte, comment je suis souple, comment je communique, comment je gère mon stress, comment je gère le stress des autres, parce qu'on n'est plus tout seul en humanitaire. Et toutes ces compétences-là, vous allez pouvoir aussi les valoriser. Ok ? Quand on revient de mission humanitaire et qu'on veut se réinsérer dans son tissu économique de proximité, la réinsertion va être aussi en fonction de vos compétences métiers. Les compétences techniques, ça va dépendre. Si c'est un médecin, un infirmier qui a une compétence à la base transposable, même s'il y a des spécificités, il ou elle va être spécialiste peut-être de la santé tropicale, ou d'Ebola, mais n'empêche que son métier va lui permettre peut-être de rebondir quand il revient sur son territoire national plus facilement. Quand on est sur des métiers support, c'est à la fois facile et pas facile, sans vous mentir. Ça va dépendre aussi de quelle sera votre cible professionnelle. La logistique, en général, un logisticien se réinsère plutôt bien, en tout cas en France, je pense qu'en Suisse aussi, parce que les compétences techniques, il est polyvalent.
Il sait faire plein de choses. Il sait travailler sur des short time. Il sait gérer il sait improviser dans son métier parce que c'est la base sur le terrain. Donc forcément, il va intéresser un recruteur. Quand on est administratrice ou RH, aussi en fonction des postes sur place. De façon globale, aujourd'hui, et c'est tout l'enjeu du propos, c'est de dire qu'un métier qui s'est illustré en France sur certaines composantes va pouvoir se transposer facilement, et à l'inverse, un métier humanitaire qui s'est exercé sur le terrain va pouvoir trouver sa place ici. Quand j'ai commencé l'humanitaire il y a 20 ans, quand je suis rentrée de mes 10 ans de mission humanitaire, peu de monde voulait me recruter. Parce que j'arrivais en leur disant j'ai géré des équipes de 300 personnes, j'ai géré des millions d'euros. Ils me regardaient comme ça. Comment ça se fait qu'à 30 ans, vous ayez fait ça? Bah oui, on fait ça en humanitaire. Sauf que pour un employeur en Europe, ça peut foutre la trouille. Et ils peuvent aussi nous qualifier d'ingérables. Ouais, vous avez fait sur le terrain, vous étiez des couteaux suisses, voilà. Vous êtes. Donc on pouvait faire peur aussi. On peut faire peur à beaucoup d'employeurs aussi, parce qu'on a aussi cette expertise de terrain qui nous rend un peu atypiques quand même. Faut l'avouer. De plus en plus, cet écart entre l'humanitaire et le privé se réduit. C'est pour ça que je vous ai mis le directeur des ressources humaines d'AXA, qui dit en fait, oui, la transposition de compétences, elle est là. C'est aussi tout un travail de plaidoyer auprès des entreprises, de dire, recruter des humanitaires, vous n'allez pas le regretter, parce qu'ils vont vous apporter bien plus de choses qu'une simple compétence technique. Donc cet écart-là, il se réduit. N'empêche que c'est pas, en fonction des territoires, c'est pas toujours évident. Moi, quand j'accompagne des personnes en retour d'expatriation, en fonction de leur lieu d'implantation, parfois c'est plus compliqué d'aller aussi retrouver de l'emploi dans son cœur de compétences. J'ai perdu le fil de ma pensée. Les secteurs de prédilection, et ça Océane l'a très bien mentionné, quand on revient d'expatriation, en général, le monde de l'entreprise va moins nous parler, parce qu'on va avoir développé aussi peut-être des valeurs, des envies, envie de contribuer à quelque chose. Donc on va peut-être moins aller taper sur ce secteur-là. Par contre, toutes les entreprises de l'économie sociale et solidaire, oui, vous allez les intéresser. Et oui, il y a de la place pour nous dans ces structures-là. Parfois, il ne faut pas hésiter aussi à aller directement les aborder. Vous identifiez des entreprises sur votre territoire qui pourraient vous parler en termes de valeurs, en termes de mode de fonctionnement. Allons-y, moi j'enfonce beaucoup de portes. Je vais aussi taper à la porte des structures et leur dire, voilà, un humanitaire c'est ça, ils peuvent vous apporter ça. Donc il y a aussi un travail aussi d'accompagnement de cette réinsertion-là. Mais nos secteurs de prédilection, quand on revient d'expatriation, ça va être l'économie sociale et solidaire, le social, Océane a bien fait la transition, le monde associatif. En général, 89%, 90% en tout cas des personnes qu'on accompagne retombent dans ces secteurs-là. Et seulement 10% vont aller sur le secteur du privé pur. Mais après, dans le secteur du privé, vous avez plein d'autres structures. Vous avez des fondations, vous avez des entreprises qui ont des projets aussi à l'international que vous allez pouvoir intéresser. Donc c'est aussi ouvrir peut-être ces champs des possibles quand on revient d'une expérience humanitaire et de se dire, OK, qu'est-ce qui pourrait me parler et qu'est-ce qui existe qui pourrait correspondre à ce qui me parlerait à moi? Et aller aussi taper à la porte et faire votre travail de aussi aller vendre vos compétences. C'est aussi une des réalités du recrutement. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire, mais vous pourrez me poser plein de questions. Voilà. C'est bon, j'ai tenu mes 10 minutes. T'es parfaite, comme d'habitude. Merci beaucoup à vous deux. Donc voilà, je pense qu'on vous a dressé un portrait assez vaste de ce que peut recouvrir la thématique. Maintenant, on a 25 minutes de questions. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'approfondir ou même parfois des questions qui peuvent vous sembler un peu personnelles. Généralement, ça peut trouver un écho sur les parcours des autres. Donc voilà, ne soyez pas timide. Et il n'y a pas de... Voilà. Donc je crois que vous allez passer le micro. Je crois qu'ils vont le faire. Merci. Vous aviez le monsieur... Merci.
Merci beaucoup. Et une question à Brigitte Louison. Okay. Si vous n'embêtez pas, je m'appelle Abdelrahman Gandour et de Résonance Humanitaire, que vous citez. Oui, que vous citez justement lorsque vous J'ai parlez dit à Eric, je vais te citer Eric, parce que je ne comprends pas que tu ne sois pas là. Voilà, mais en tout cas, vous avez été un petit peu la représentante de l'ambassadrice de ce que nous essayons de faire. Résonance Humanitaire s'occupe justement du parcours des humanitaires internationaux qui reviennent pour les réinsérer. Et je voulais juste faire une remarque par rapport à ce que vous disiez sur le fait que ça peut impressionner, le fait qu'on a fait tellement, que des personnes ont fait tellement de choses ultra importantes avec des chiffres colossaux et reviennent en France pour chercher des choses beaucoup plus modestes et donc ça peut faire peur. J'aurais voulu dire aussi que ça peut avoir aussi l'effet inverse, pas faire peur, mais pas pris au sérieux. Donc c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que oui, vous avez fait ça, mais vous avez fait ça dans un pays qui est pas très sérieux. C'est de la distribution de riz. Vous avez fait quelques petites piqûres. C'est pas vraiment très très important. Et donc le travail qu'on doit faire ensemble, nous collectivement, vous, nous, c'est de valoriser de nouveau auprès de ces entreprises, y compris AXA que vous mentionnez, les autres, que toutes ces qualités qui ont été le leadership, la gestion du risque, le management, vous parlez de quelques-uns, la langue, l'adaptabilité, tellement de qualités qui sont développées à l'international sont des atouts extraordinaires pour un travail même modeste, même local en France. Ouais. Voilà. Je vous rejoins totalement, ouais. Merci beaucoup. Oui. Et en effet, c'est un vrai travail de plaidoyer. Ouais. Merci. Bonjour, je m'appelle Oriane, je suis spécialiste de la supply chain. Je me posais la question sur les financements. Donc à l'international, on sait qu'il y a un effondrement des financements pour les missions humanitaires avec USAID, etc. Et j'en passe. En ce qui concerne les besoins en France, vous avez dit que on retrouvait des besoins en France. Qu'en est-il des financements pour ce type de projet-là par la France et par l'Europe ? En termes d'employabilité ? Exactement. Ouais. Bon, évidemment. On a des fonctions supply chain dans les grosses ONG qui ont leurs propres équipes en supply chain. Et c'est des budgets qui sont inclus dans nos dans nos frais de fonctionnement. Maintenant, je ne suis pas sûre qu'en termes de budget, il y a eu des baisses sur les projets, il y a eu des baisses. Donc, du coup, on a des bailleurs qui financent très peu nos frais de fonctionnement. Donc c'est aussi une réalité du secteur. Les postes en siège, il va falloir aller chercher du financement et dégager du financement dessus. Le problème la complexité de trouver un poste en siège, c'est qu'une fois que le poste est pourvu, il y a moins de turnover que sur le terrain. Donc l'employabilité de quelqu'un qui cherche un poste en siège, ça va être compliqué. Ça va dépendre aussi de qui va rester ou qui va partir. Donc dans la supply, oui, moi j'ai beaucoup de collègues et d'anciens collègues qui travaillent au siège des ONG sur de la supply chain, dans les services et les directions logistiques. Je ne suis pas persuadée que l'employabilité soit trop impactée à ce niveau-là encore, parce qu'on a besoin de déployer sur le terrain du matériel, même si de plus en plus la localisation de l'aide impacte aussi nos emplois. Aujourd'hui, on a peut-être plus de chances de trouver un emploi quand on est directement issu d'un pays du Sud, pour un pays du Sud, qu'un Parisien qui veut partir faire de l'humanitaire dans un pays du Sud. Et la logistique, ça en fait partie. Typiquement, c'est des fonctions, les fonctions support, où on peut former sur le terrain. Donc, on fait du capacity building. Et donc, on va aller chercher à développer les compétences de notre équipe ou de partenaires sur le terrain sur ces fonctions-là. Je ne sais pas si je réponds à votre question. En termes de budget, très honnêtement, je vous mentirais en vous disant que je maîtrise. Mais en termes d'employabilité, en siège, ça reste limité. Et pour continuer dans cette thématique, du coup, là, on parlait des emplois au siège, mais du coup, si des nouveaux projets se créent en France, est-ce que les ONG, du coup, intègrent dans leur demande de financement ces fonctions support ou ces choses-là? C'est pas forcément du siège, mais un projet, par exemple, sur 1 an, sur une thématique particulière, aurait du coup l'intégration de ces fonctions au sein même du projet et non pas siège. Ouais. On peut avoir des fonctions support qui sont intégrées dans certains projets, ouais. Par contre, toutes les ONG n'en ont pas. Sinon, c'est le siège qui porte. Merci. Même pour des projets locaux. Ouais, peut-être juste pour compléter, je crois qu'il est ressorti un peu de l'étude de Bioforce que
c'est pas encore forcément identifié comme la logistique. Donc il va y avoir ces besoins, ces fonctions support, mais pas forcément mentionné vraiment comme tel. Donc ça, c'est en train d'évoluer aussi. Mais voilà, l'idée c'était de dire que, en tout cas, effectivement, dans les appels à projets, dans les recherches de financement, de plus en plus, il va falloir prendre en compte cette dimension aussi opérationnelle, logistique dans le financement des projets. Merci. Alors, on a 2 questions devant. Peut-être, je crois, Madame était en première. Merci. Donc bonjour. Moi, ma question elle sera aussi peut-être plus pour Brigitte. Moi, c'est un peu l'inverse. Enfin, c'est-à-dire que moi, je viens du privé. Donc, je suis en reconversion professionnelle et je m'intéresse à la solidarité internationale. Donc, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous identifiez aussi des ponts dans ce sens-là, pour le coup, et si oui, dans quel type de métier? Est-ce que pour le coup, au niveau des zones, c'est un peu pareil? Il y a un recentrage sur la France et un peu moins de potentiel sur l'international. Voilà. En gros, et puis oui, moi je suis venue pour le côté un peu nouveau métier, pour me positionner sur un peu les tendances de demain, étant donné que j'ai pas encore d'expérience dans la solidarité, mais voilà, en gros. Oui, le monde humanitaire est friand de personnes qui viennent du monde du privé et qui amènent de la compétence, soit technique, soit de la compétence en management de projet, par exemple, ou en gestion de budget, ou en gestion de partenariat. Ça, c'est des compétences qui sont demandées sur le terrain, plus. Donc moi, je peux témoigner qu'en effet, quand on vient du monde du privé, le monde de l'humanitaire est très ouvert. Parfois même plus que l'inverse. Quand on revient de mission, le monde du privé, ça peut être plus compliqué. Donc oui, on a toutes ces chances quand on vient du monde du privé pour intégrer l'humanitaire. Et les discours qui ont été véhiculés il y a des années, mais voilà, moi je suis dans le secteur depuis longtemps. Avant, on disait enjeu de valeur, conflit de valeur, c'est pas possible. C'est faux. C'est faux aujourd'hui parce qu'on a de plus en plus d'entreprises qui sont sur des valeurs similaires et qui vont les incarner différemment, mais qui vont les incarner quand même. Et ça se transpose, ça se vend, ça se valorise. Donc oui, moi je vous encourage si c'est votre projet. Maintenant, si votre projet est de partir à l'international, vous allez être confronté quand même à cette situation conjoncturelle des financements des postes expatriés qui sont en diminution. Alors justement, ouais, j'allais y venir parce que pour le coup, moi, j'ai pas du tout de volonté d'aller à l'international. Mais du coup, ça fait aussi partie de ma question. C'est est-ce que justement, du fait que je n'ai pas d'expérience terrain entre guillemets internationale, etc., est-ce que je peux être légitime quand même sur des métiers dans la solidarité internationale face à d'autres profils qui peuvent pour le coup avoir des expériences plus terrain, quoi. Vous me dites si je monopolise la parole. Oui. Alors, c'est vrai que j'ai pas parlé des sièges. Les sièges, c'est assez particulier parce qu'en effet, un certain nombre de postes au siège sont réservés à des personnes qui ont fait du terrain avant et dont on va reconnaître l'expertise pour les intégrer dans un processus de siège qui va mettre en place des programmes pour l'international. Maintenant, de plus en plus, je trouve, les sièges sont ouverts justement sur certaines fonctions à aller recruter directement dans du privé sans passer par la case terrain. Moi, je viens encore de la génération où, voilà, pour avoir un poste en siège, fallait qu'on ait fait tout son parcours terrain, qu'on ait commencé en bas, qu'on soit monté sur de la coordination de projet, possiblement on était chef de mission, et après seulement on pouvait nous dire « Tiens, peut-être que tu as une petite place en siège ». Là, aujourd'hui, c'est plus cette configuration-là. Quand on a besoin de compétences, on va la chercher là où elle est, et en général, elle est dans le privé. Et là, on ne s'embête plus avec ces injonctions qu'on avait précédemment. Donc là, pour le coup, ça peut être un vrai changement. Ce n'est pas des nouveaux métiers, mais ça peut être un vrai changement identifié dans le secteur humanitaire. On va recruter dans du privé quand on a besoin d'une compétence spécifique. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, bonjour. Moi, je voulais savoir quel conseil donnerez-vous à un jeune qui a fait ses études de la solidarité internationale, parce que moi j'ai fait une licence pro, chargeur de projet de solidarité internationale et développement durable à l'université de Bordeaux-Montaigne, mais depuis que j'ai fini, c'est le cas aussi de mes anciens, on a du mal à trouver le premier poste, même les V6 c'est compliqué, on demande parfois des expériences de 5 ans, mais alors qu'on n'a pas d'expérience. Quel conseil donnerez-vous aux jeunes qui sont dans mon cas et autres? Tu veux intervenir ou je continue?
Ouais, ok. Oui, malheureusement, c'est douloureux pour vous. Et je trouve de plus en plus. Vous vous formez à des métiers avec l'espoir de pouvoir partir et puis vous vous heurtez à des portes. C'est un peu la réalité de notre secteur, malheureusement. Quel conseil je peux donner? Moi, possiblement, tout le monde veut entrer souvent, pardonnez-moi si je fais un peu des biais cognitifs, mais souvent on veut entrer dans la solidarité internationale et être chef de projet. Les chefs de projet, c'est des postes qu'on propose à des personnes qui ont déjà de l'expérience terrain. Et aujourd'hui, un futur chef de projet, sa porte d'entrée, ça sera sur un autre métier. Ce que je peux vous proposer de regarder, c'est regarder les postes de peut-être reporting officer ou learning, voilà, peut-être des postes en 1000, parce que c'est des postes parfois qui peuvent être tremplins pour aller chercher après le poste de coordinateur de projet ou de chef de projet qu'on vise dans sa carrière. Donc c'est peut-être regarder ces postes-là et ne pas tout de suite candidater à des postes de chef de projet. Là, vous vous heurtez à quelque chose qui est très spécifique à notre secteur humanitaire, c'est que dès qu'on va toucher au management de projet, au chef de projet, au coordinateur de projet, en général, on a une expérience terrain. Donc soit on est logisticien et on monte. C'est pas toujours le cas, hein, parce que souvent les fonctions techniques, on va les maintenir en fonctions techniques. On va monter en coordination logistique. Puis après, peut-être qu'on va pouvoir aller sur du responsable base. Puis peut-être qu'on va aller sur un responsable terrain. Donc ça, c'est très spécifique. Si vous avez un parcours généraliste, regardez plutôt ces portes d'entrée-là et dites-vous que c'est transitoire, que possiblement c'est le terrain qui va vous amener à votre cible professionnelle. Et puis, autre conseil que je pourrais vous donner, puisque ça rejoint les discours qui ont été portés par mes deux acolytes de ce matin, c'est de vous dire, je peux passer par de la solidarité nationale, je peux aller chercher mes compétences sur le terrain de futurs chefs de projet, et après, je vais les proposer à une ONG pour possiblement m'expatrier plus facilement. Donc peut-être faire ce parcours-là aussi, ça peut aider à vous expatrier après, puisque la compétence, elle va être issue de vos expériences. Et la difficulté d'un jeune professionnel, c'est qu'on a ce bagage, on n'a pas l'expérientiel qui va avec, et on est dans un secteur aujourd'hui où on recrute sur l'expérience. Je ne sais pas si ça répond. Et Océane veut rajouter. Oui, non, peut-être, moi j'aime bien conseiller pour une première expérience de terrain de regarder du côté de France Volontaire. J'imagine qu'ils sont présents ici aussi. C'est vraiment la structure qui favorise le départ des premières missions. On ne vous demandera pas 5 ans, en tout cas, d'expérience en solidarité. Donc, si vous êtes formé, si vous avez des compétences à proposer tout de suite, peut-être aussi par votre parcours avant vos études ou en parallèle, voilà, c'est une structure qui peut proposer vraiment des premières missions et vous permettre ce premier passage de terrain qui est si difficile à trouver. Après, comme disait Brigitte, faire attention aux intitulés des postes qui ne correspondent pas toujours aux prérequis. C'est-à-dire que parfois, ça va vraiment dépendre de la taille des missions, des projets. Parfois, un coordinateur général peut n'avoir aucun expatrié ou une toute petite équipe, ou au contraire être un poste vraiment où on demande 20 ans d'expérience. Donc voilà, regardez aussi bien, pas seulement l'intitulé, mais les prérequis, les contenus. Et quand on demande de l'expérience, sauf si c'est mentionné explicitement, par exemple 2 ans d'urgence humanitaire parce que la mission le réclame. Quand on demande de l'expérience, on comptabilise aussi les expériences autres. Ça, j'ai souvent des personnes qui se censurent et s'empêchent de postuler parce qu'on demande 3 ans d'expérience. C'est pas forcément dans l'humanitaire. Donc, selon ce que vous avez pu faire avant, voilà, ça peut permettre au moins de candidater. Et puis, peut-être, c'est un peu plus généraliste, mais on cherche toujours le mouton à 5 pattes. Mais on va embaucher une personne à 4 ou 2 jambes, mais qui est très motivée, qui est engagée, qui a des compétences. Donc là aussi, attendez pas d'avoir 100% des critères réclamés pour candidater, parce que voilà, ça fonctionnera pas. On dit que voilà, si vous avez, à moins qu'il y ait un critère indispensable, par exemple s'il faut parler l'arabe absolument, bon bah c'est pas la peine si c'est pas le cas. Mais sinon, on dit si vous avez 60% des prérequis, il faut tenter. Et je parle notamment pour vous, mesdames et mesdemoiselles, on a souvent tendance
à se censurer vraiment sur les candidatures et à attendre de cocher toutes les cases. Donc voilà, gardez en tête, si vous avez 2 critères sur 3, c'est bon. Voilà, ouais. Et d'autant que les candidatures spontanées étant peu ou pas étudiées, vaut mieux toujours répondre à une offre un peu surdimensionnée et votre CV au moins tombe entre les mains de quelqu'un. Si c'est pas pour ce poste-là, ça sera peut-être sur autre chose. Donc voilà, candidatez quand vous pouvez. Et puis donc France Volontaire comme piste pour les premières missions. Il nous reste, 5-10 minutes. On peut dépasser un petit peu selon les questions. Bonjour. Ma question, est-ce qu'il y a des missions terrain en informatique à l'international et justement peut-être aussi en France? Vous en parliez juste avant. À ma connaissance, nos informaticiens sont souvent du staff national. On peut avoir un référent siège qui va aller implémenter des programmes, qui va se déplacer régulièrement sur les terrains pour accompagner ces équipes d'informaticiens à l'implémentation de programmes ou de voilà. Et en siège, on a des informaticiens. Et là, pour le coup, sur ces fonctions-là, on n'a pas besoin d'avoir fait 15 ans de terrain, parce qu'on va apporter une compétence technique directement exploitable sur nos projets. Je ne sais pas si je réponds. Hein. Oui, alors, quand vous parlez d'équipe de techniciens, vous parlez d'équipe de techniciens sur place il y en a sur place et il y en a dans les sièges. Ouais. Et certaines ONG, je pense notamment à Action contre la faim, a un pool d'informaticiens basé au Sénégal qui va intervenir sur toute la zone Afrique de l'Ouest, par exemple. Donc, en fonction des stratégies aussi d'implantation des ONG, vous allez pouvoir trouver ces métiers-là dans certains coins. C'est des équipes d'informaticiens qui sont du Sénégal, pas forcément de France. Au Sénégal, vous avez les deux. Pour connaître l'équipe, vous avez des Sénégalais, vous avez un expatrié. Merci. Je parle de cette expérience-là parce que je suis allée les voir il n'y a pas très longtemps, mais toutes ces fonctions support, elles existent dans nos sièges, elles existent sur le terrain, et en effet, parfois, on va recruter sur le siège, pas spécialement sur le terrain. Oui, peut-être juste pour compléter, ce qui peut être intéressant dans ce cas, c'est d'avoir un peu une double casquette. Comme disait Brigitte, on est sur une tendance à vraiment la localisation de l'aide avec des recrutements nationaux sur tous les postes pour lesquels c'est possible. Par contre, c'est vrai que si, par exemple, vous complétez votre parcours avec une formation en logistique et que du coup, vous pouvez être un logisticien plus spécifiquement calé sur l'informatique et sur la gestion des parcs informatiques, voilà, ça peut être intéressant. Mais c'est vrai qu'un poste d'informaticien pur, expatrié, c'est une niche. Et passer 1-2 semaines dans un pays, est-ce que c'est possible ? Comme une sorte de stage pour... Volontariat, bénévole. Oui, alors il y a notamment Passerelle et compétences qui propose du bénévolat de compétences. En fait, c'est quand vous avez une compétence et vous la proposez à des structures qui peuvent en avoir besoin. Donc là, effectivement, s'il y a un besoin, un moment de formation ou de renfort à ce niveau-là, pourquoi pas, ouais. Vous pouvez vous inscrire et voir ce qui est possible. C'est pour vous répondre à vous. Il y a aussi Planète Urgence qui fait des congés solidaires. Et en fait, du coup, vous pouvez partir 2 semaines dans un des pays qui proposent. Et du coup, ils cherchent pas mal de gens. Planète Urgence. Planète Urgence. Merci, oui. Merci. Il y a une question par là. Ok, merci beaucoup à tous les trois. Moi, j'avais une question. J'ai travaillé dans la prévention des conflits armés, protection des personnes vulnérables au Moyen-Orient, donc rock'n'roll. Mais en fait, quand je vois l'actualité environnementale, politique, sociale en France, je me dis que travailler sur un terrain très contraint, avec des gens qui s'entendent pas forcément, des inégalités qui augmentent, et un État qui est pas toujours copain, honnêtement, ça devrait se vendre de plus en plus. Et je me demandais un peu si vous aviez vu de la part du privé, une prise de conscience en fait que des tas de compétences humaines, interculturelles qu'on a développées pourraient servir dans de plus en plus de pays. Ça me réjouit pas, mais y compris ici.
Et pour vous, Juvénal, j'étais curieuse de savoir, déjà merci pour votre témoignage, je me demandais les liens que vous faites entre diaspora en France et gens qui viennent, étudiants ou quoi, c'est lié à un pays ou pas forcément? Est-ce que concrètement, un jeune d'origine camerounaise en fait sera très curieux de savoir ce qui est venu chercher un étudiant algérien et ce qui se passe en Algérie, ou est-ce que c'est vraiment une notion, un lien, oui, communautaire quoi? Merci d'avance. Merci. Je vais commencer par la deuxième question. En fait, il y avait une question à prendre? Non? Ça rejoint. Oui, on répond aux deux. Ok. C'était pour Juvénal aussi. Donc récemment, je suis intervenue à l'IEDES, Institut d'études de développement de la Sorbonne, et j'ai eu des étudiants de la diaspora qui me demandaient plutôt pour l'accès aux droits en France. Il y en a qui viennent avec des titres de séjour. Et pour les renouveler, c'est compliqué, je sais moi-même. Et parfois, leurs stages sont interrompus en plein parce qu'ils n'ont pas pu renouveler. Et ils se retrouvent... donc, l'accès à l'emploi est déjà difficile pour eux. Est-ce que vous les accompagnez à ce niveau-là, pour au niveau administratif? Et aussi, s'ils veulent retourner chez eux, ou est-ce qu'ils ont justement envie d'aller à l'international ou de rester en France pour travailler dans ce secteur en France? J'enchaîne une fois. Il veut une question, je pense. Oui, je peux, s'il y en a, sinon je peux commencer. Alors, je commencerai par la question. Alors, oui, nous le faisons aujourd'hui. L'avantage du réseau dans lequel nous sommes, c'est qu'en fait, au niveau national, j'ai dit, nous avons deux axes. Il y a les fédérations pays. Les fédérations pays, en fait, c'est le regroupement d'associations originaires d'un même pays. Pour faire un exemple, on va trouver le Haut Conseil des Maliens de France, qui est une fédération de plus de 1000 associations maliennes de France, qui ont maintenant un travail ensemble ici en France et également à l'international, c'est-à-dire au Mali. Ce qui veut dire que, autant pour un étudiant qui arrive et qui a besoin d'intégrer sa communauté d'origine, autant pour quelqu'un qui porte un projet et qui n'a pas les entrées ou plutôt oui, les bonnes entrées dans un domaine bien spécifique dans son pays d'origine, on saura faire les croisements. C'est-à-dire, outre la mutualisation des compétences au niveau des acteurs eux-mêmes, le réseautage aussi se fait, autant ici en France que là-bas. C'est l'un des points forts en fait du réseau Forim COSIM. J'ai dit les fédérations pays et aussi les collectifs régionaux. Avec l'avantage que au niveau des fédérations pays, on trouve un peu de tout. On va trouver les professionnels, on va trouver ce qui est dans le culturel, un peu de tout en fait. Maintenant, il est important que le porteur de projet sache lui-même ce qu'il veut. Parfois, certains arrivent, ils disent je veux faire ceci, et quand nous on l'écoute, parce qu'en fait, à force de temps, nous avons des formulaires qu'il faut remplir, et à un moment donné, on se dit, lui nous en a pas rendu compte, il ne pourra pas. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument, par exemple, pour implémenter un projet, un partenaire local. Et le partenaire local, on demande l'historique de la relation entre le porteur de projet, qui est responsable devant l'institution française, et le partenaire local. Ancien camarade de lycée, d'accord. Vous avez fait quoi ensemble de concret en tant que structure pour voir qu'il y a une solidité au niveau de votre lien? Parce que très vite, souvent, c'est les couacs qui peuvent naître à ce niveau-là. Les hommes se connaissent, mais non, ils travaillent ensemble. C'est des structures à structure. Donc, pour me répéter, oui, nous faisons cela aujourd'hui. Nous croisons les réseaux, nous facilitons en fait la mutualisation. Ça permet aux projets ou aux personnes, même au niveau de la France, de pouvoir se retrouver. Pour répondre à la question de la dame, hier, il y avait M. Louis Riquet, qui est ancien diplomate et qui est délégué aujourd'hui auprès de la préfète du Rhône. Son rôle, c'est de favoriser et de faciliter ces questions. Oui, par exemple, la préfecture de Lyon, avec celle de Paris et bien d'autres, en fait, ont du gros retard au niveau du plan administratif pour les titres de séjour et autres. Le fait que nous ayons M. Riquet, par exemple, qui est d'ancien diplomate et qui travaille sur ces questions, qui se rapproche de nous sur ces questions-là, facilite en fait les liens. L'accompagnement se fait. C'est juste que souvent les étudiants aussi ne savent pas arriver à nous. Une fois que vous avez notre contact, nous avons, pour le cas de Lyon que je connais par exemple, une journée d'accueil. Cette journée d'accueil-là, vous allez retrouver par pays, journée d'accueil d'étudiants
on va dire quoi, haïtiens, des étudiants autres, nous avons une journée dite d'accueil début janvier. C'est-à-dire que à cette date-là, la plupart des associations par pays ont déjà fait leur journée d'accueil ou de parrainage et autres. C'est une rencontre nationale, non pas nationale, pour le cas des Lions, bien entendu, l'ambition, moi je suis dans le futur, on le veut au niveau national, on va y arriver aujourd'hui parce que nous travaillons aussi avec les missions diplomatiques de ces pays ici en France. Parce que comme l'administration par habitude a ses lenteurs et qu'il y a la demande qui devient de plus en plus importante et que tout est informatisé et que le site de la nef n'a pas tout prévu depuis 2 ou 3 ans, les mêmes problèmes se posent, à un moment donné, il faut des facilitateurs. Et c'est le rôle que nous endossons parce que, outre l'accès au financement et autres, on fait aussi l'accès aux droits et connaissant déjà les problèmes que rencontrent nous qui sommes ici, je suis depuis 2005 par exemple, il m'est arrivé de rester près de 8 mois sans titre de séjour. J'ai un titre vie privée, vie privée, voyez-vous. Ça veut dire en fait que pour que ce soit renouvelé, pas besoin d'avoir forcément un travail ou autre. Ma vie privée, l'État, après étude de dossier à constater, a décidé que oui, ma vie se passera ici. Mais sans titre, ça veut dire que la nouvelle plateforme qui est la nef n'a pas prévu mon cas. Je n'ai pas été régularisé parce que j'étais époux de Français. Voyez-vous, pas parce que je suis père d'enfant français. C'est la famille qui a été régularisée. Seulement, entre-temps, l'épouse est devenue française, le fils est devenu français, moi je ne le suis pas. Du coup, je fais quoi? Donc, rencontrant cela une première fois, moi, je suis courageux, j'ai poussé la porte de la préfecture. J'ai trouvé une brèche et j'ai posé le problème. Maintenant, certains étudiants qui ont du mal parce que certaines entreprises ou certaines écoles ne veulent pas se retrouver en porte-à-faux, disent régularisez-vous d'abord. Et entre-temps, ils se retrouvent sans titre de séjour avec un OQTF, obligation de territoire français. C'est frustrant, c'est souvent très difficile. Donc, nous nous efforçons de créer le rapprochement avec les institutions dans le cadre de la facilitation du lien entre les institutions et ces migrants qui sont en France. Mais il est important que l'information circule et ce n'est pas vraiment évident. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Et celle de la dame aussi. Je vous remercie. Et pour les compétences, merci. Je pense que oui. C'est pas encore passé dans l'action. Je pense que petit à petit, oui, ça va. J'entends des discours autour même de la gestion, de la cohésion sociale, des choses comme ça, sur lesquelles nous, on est plutôt bon quand on vient de certains secteurs humanitaires. Mais en termes d'employabilité, je vois pas encore trop de... Mais il faut continuer le travail de sensibilisation et de plaidoyer. Ce que je peux comprendre, si on cherche du travail et qu'on a besoin d'en trouver rapidement, ça peut être un peu frustrant. Mais oui, je pense qu'on peut valoriser ces compétences-là. Ouais. Il y a votre voisine qui veut intervenir. Oui. Vous voulez répondre à la dame? Ah non. C'est juste une... Ouais, mais je suis désolée, je crois qu'on va... J'ai eu des signes de la technique, je crois qu'on va devoir conclure, je suis désolée. Notamment parce que Brigitte intervient dans à 13h. Moi, c'est santé mentale et sécurité des humanitaires. Je change de casquette. Donc voilà, merci à tous et bonne continuation dans vos projets. Le meilleur à vous tous. Merci Juvénal, merci Brigitte.